Bon, alors là, mon Pacalou, ta version 3D, là, bah, allons-y directement, Smarty, hein. Alors, Smarty, repartons de notre modèle précédent à deux dimensions, et on ajoute maintenant une troisième dimension. Alors, l'axe Z, ça devient l'élévation de la balle, pendant que Y devient l'écart latéral à gauche, hein, par rapport à la ligne droite. Alors, pour simplifier, sans perdre de généralité, on va considérer que la vitesse initiale de la balle est dans le plan XZ, avec un spin oméga A arrière et oméga L latéral lié au contact de la balle. La balle a des coordonnées vectorielles P, c'est sa position, un vecteur V, c'est sa vitesse, et puis un vecteur oméga qui représente sa rotation comme somme des rotations arrière dans le plan XZ au début, hein, et rotation latérale dans le plan YZ au début également. Alors maintenant, pour calculer l'accélération de la balle, c'est-à-dire les changements de la vitesse en fait, eh bien, il nous faut lister toutes les forces qui s'appliquent sur cette balle afin d'appliquer la célèbre formule de Newton. Alors on va commencer par le poids qui fait tomber la balle et dont la formule est donnée par le vecteur g qui a pour coordonnées 0, 0 et moins mg. Alors pourquoi 0, 0, moins mg? Parce que la balle tombe, la gravité fait tomber la balle, donc va dans le sens inverse de l'axe z, les z positives vont vers le haut. Alors m ici c'est la masse de la balle en kilos et g la gravitation terrestre, 9,81 mètres par seconde carré environ. Alors maintenant il y a aussi la résistance de l'air et ça donne deux forces. Et la formule de sa force est donnée de manière générale par l'équation F est égale à 1 demi de CS rho V au carré. Alors ici, V, c'est la vitesse de la balle dans l'air en trois dimensions, on le rappelle, hein. Donc on prend la norme du vecteur V, sa longueur si tu veux, bien que ce ne soit pas mathématiquement exact de dire longueur, ça s'appelle la norme. Rho, ben, c'est la masse volumique de l'air aux alentours du sol, 1,2 kg par mètre cube. S, c'est la surface apparente de la balle, hein. Donc ça vaut pi r au carré, avec R, c'est le demi-diamètre de la balle, qui a un diamètre de 42,67 mm, c'est normé. Et puis pour les forces de résistance de l'air, il y en a deux. Alors d'abord, il y a la traînée qui ralentit la balle, avec C, le coefficient de frottement CT de traînée, de valeur négative, car le frottement ralentit la balle en sens inverse de la vitesse. Et puis pour la portance, C, c'est le coefficient de portance CP, qui est positif, et le vecteur qui représente la portance est perpendiculaire à la vitesse de la balle et au vecteur représentant la rotation. Plus précisément, la somme de ces deux rotations. Et les coefficients CT et CP dépendent du rapport entre la vitesse de rotation, c'est-à-dire la norme du vecteur oméga à l'équateur de la balle, et la vitesse de la balle elle-même, c'est-à-dire la norme du vecteur V. Selon un tableau qui a été étudié en soufflerie par le scientifique allemand Sigurd Horner, j'en vous donne la représentation ici. Alors comme les balles sont alvéolées, en fait, ça modifie les coefficients, ça les réduit, et notamment ça réduit la traînée environ par deux. Et puis maintenant, on peut enfin exprimer les deux forces. La force de traînée, donc F de t, c'est moins 1,5 de ct pi r au carré rho norme de v, v. Alors je garde le vecteur v parce que ça va dans la même direction que le vecteur v, mais comme j'ai un moins, bah, ça va dans l'autre sens. Et la force de portance, elle, c'est 1,5 de cp pi r au carré rho, norme de v que divise norme de oméga, le tout que multiplie oméga multiplié par v. Ça nous permet d'avoir un vecteur qui est perpendiculaire à oméga et à v. Maintenant, on peut appliquer Newton avec tous ces vecteurs. M de l'accélération, donc m fois dv sur dt, c'est égal à la somme des forces, c'est-à-dire g plus fp plus ft. Waouh, ça devient vraiment très très compliqué tes nouvelles équations là, mon pacalou. Bah, pas tant que ça, hein, c'est de la géométrie en 3D avec un peu de calcul vectoriel. Mais c'est vrai que la résolution mathématique, là, est impossible pour moi. Je ne sais pas le faire, donc je préfère améliorer ta simulation informatique, mon pacalou. On a compris exactement ce parti. Du coup, on va transformer l'équation vectorielle précédente en dv égale la somme des forces, g plus fp plus ft, que multiplie dt sur m, avec dt très, très petit, mon pacalou, on a compris. Oui, oui, smarty. Et m, la masse de la balle, donc. dv est un vecteur, donc on en déduit que la nouvelle position, p étoile, c'est égal à p plus v fois dt, la balle avance selon la vitesse v sur les trois axes. La nouvelle vitesse v étoile est égale à v plus dv, les changements de vitesse sur les trois axes également, hein. Et puis oméga étoile, c'est rotation de v étoile, c'est-à-dire que c'est la rotation en vecteur qui s'effectue tout doucement, elle aussi. Et voici donc la courbe vue en 3D. Eh bien, mon pacalou, ça commence à ressembler à une courbe de vol de balle, hein, y compris ton Stinzer, là. Et puis les effets drôles, effets faits, tout ça. Oui, oui, Smarty. Même si c'est pas parfait.
Par exemple, j'ai pas tenu compte du fait que les effets de portance ralentissent au cours du vol par déperdition d'énergie due au frottement. Le frottement, il y a une perte d'énergie. Donc ça ralentit les spins et donc la portance est moins forte. Mais là, cela devient très très complexe à modéliser et les formules ne sont pas encore totalement universellement reconnues. Et puis on commence à voir un truc malgré tout qui tient la route, mon Pacalo. Mais oui, Smarty. On va enfin, à partir de là, pouvoir étudier les différentes courbes des balles en fonction des angles et spins initiaux au décollage. Et donc, comment faire les défaits, mon Pacalou? Exactement, Smarty. Donc, je te donne rendez-vous à la prochaine vignette, et d'ici là, continuons ensemble de nous amuser dans ces aventures mathématico-physico-golfiques, Smarty. Des hâtes, mon Pacalou, des hâtes.